Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Tout le monde est d'accord pour s'en passer, mais on n'y arrive pas forcément au quotidien. En tout cas, après 10 jours de négociations en Suisse entre plus de 180 pays, aucun traité mondial contre la pollution plastique n'a été signé cette semaine. Toujours deux camps qui ne se comprennent pas. D'un côté, les États qui veulent réduire la production de plastique et interdire les substances les plus nocives. De l'autre, les pays producteurs de pétrole refusant toute contrainte sur tout le cycle de vie de plastique. Alors, Gilles Boutin, comment mettre un carré dans un rond quand deux visions s'opposent? Je crois qu'on peut pas. En fait, les négociations, les négociations, tous ces travaux ont été lancés en 2022 avec cette ambition-là, et personne ne s'est mis d'accord. Et les deux camps qui ont émergé sur la question, donc il y a les like-minded people qui sont donc les producteurs de pétrole, ainsi que la Chine. Les producteurs de pétrole, c'est l'Arabie Saoudite, les pays arabes, la Russie, l'Iran. Voilà. Il y a les États-Unis et la Chine, qui n'est pas producteur de pétrole, mais qui est premier producteur mondial de plastique. En tout cas, qui produit les polymères qui servent à faire du plastique. Et en face, vous avez la coalition de la haute ambition. Ils ont une appellation de ce type. Depuis le début, ils sont incapables de se mettre d'accord, sachant que tout se passe autour de cet article 6 qui prévoit dans le projet de traité de limiter la production à la source. En somme, on veut entrer dans une grande phase mondiale de réduction de la production de plastique. Or, ça, évidemment, ça ne passe pas auprès de ces économies productrices, parce que en grande partie, et là je pense notamment à l'Arabie Saoudite et aux autres États producteurs de pétrole, ils ont été incapables d'effectuer leur transition économique. Ils vivent de leur rente pétrolière, ils n'ont pas su se diversifier, et la seule diversification que certains ont su faire, c'est d'acheter des actifs en Occident. Donc on a fait mieux en termes de transition. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à attendre. La Chine, elle, est presque encore plus cynique parce qu'elle aurait la capacité, vu son stade de développement, de décréter. Ça reste une économie planifiée, donc elle a quand même cette capacité à choisir une transition également. Elle ne le fait pas puisque, comme je l'ai dit, son économie dépend grandement de la production de plastique. Quant aux États-Unis, c'est les mêmes raisons que la Chine, avec encore moins d'excuses au niveau du développement, puisqu'ils sont arrivés un optimum en termes de développement. Et donc, la seule solution qui reste aux autres États, qui sont les Occidentaux plutôt développés comme nous, qui ont largement entamé leur transition et leur questionnement par rapport à la question climatique et à la santé et à notre environnement immédiat, ainsi que les pays en développement, d'Afrique, ainsi qu'en Amérique latine, et tous les États insulaires qui vivent cette pollution du plastique. Ceux-là, ils veulent une transition, et comme ils ne l'obtiennent pas, ils n'auront d'autre choix que de s'organiser pour s'améliorer en recyclage, puisque la production, elle, ne faiblira pas. On parle aussi de faire un traité commun qui engagerait que les nations qui souhaitent vouloir s'inscrire dans ce projet de combattre le plastique sur la totalité de la vie du plastique, et non pas juste sur une partie de la vie du plastique. On parle de ça également. J'ai envie de dire, c'est un peu comme quand un simple consommateur a la capacité d'influer sur des choix économiques. On peut choisir de manger moins de viande et ça a forcément un impact. Et ça se voit d'ailleurs. Et bien là, ce ne sont pas de simples individus, ce sera des États qui vont choisir de s'organiser différemment. Et peut-être qu'ils réussiront à forcer la main aux producteurs qui auront moins de débouchés, tout simplement. S'il y a moins de plastique à écouler, il faut s'adapter. On avait échangé dans Europe 1 Soir sur ce sommet avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, qui a été aussi interrogée ces derniers jours par RTL. Je vous propose de l'écouter. Pour elle, le plastique est un danger sanitaire qui nécessite des mesures de protection importantes. L'enjeu pour l'environnement, l'enjeu économique, puisque ça coûte très cher de dépolluer et d'aller rechercher notamment les microplastiques dans les océans, mais c'est un enjeu sanitaire majeur. Une poignée de pays bloquent aujourd'hui. Ce sont des pays producteurs de pétrole, dont est issu le plastique. Ce sont des pays producteurs de plastique. Et on a beaucoup de mal à avancer. Il faut avoir en tête que les pays en développement les plus pauvres sont débordés par cette pollution et attendent des pays développés qui prennent leurs responsabilités aussi sur cette question de production. Elliot Maman, dans ce sommet autour du plastique qui n'a rien donné après une dizaine de jours d'échanges, l'Union européenne, le Canada ou encore les îles du Pacifique dénoncent le blocage de quelques pays guidés par des intérêts financiers de court terme. Ça n'arrive pas à voir loin ?
Oui, mais d'ailleurs, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement dans nos négociations internationales. C'est-à-dire qu'on se satisfait d'avoir inclus aux instances de droit international, et probablement à raison, toute une série de pays qui ne sont pas des démocraties. Mais on voit bien que sur les questions tant écologiques que sur les droits de l'homme, on a également des difficultés ensuite à légiférer en incluant tous ces pays-là, en l'occurrence les pétromonarchies qui sont les premières à avoir bloqué les négociations à Genève. On a ensuite de la peine à légiférer comme on pouvait le faire lorsque l'on discutait entre démocraties. Donc il y a aussi une contradiction dans les principes, de la même manière qu'il y a une contradiction très directe sur la volonté d'interdire du plastique, où en effet on estime que c'est également un privilège de pays développés de pouvoir s'interroger sur les effets, sur les conséquences écologiques néfastes de notre modèle économique, et je pense que l'on se satisferait tous de voir une réduction de la pollution plastique. Mais dans le même temps, Agnès Pannier-Runacher parlait à l'instant de risques sanitaires. Dans le même temps, les grands acteurs de la grande distribution nous expliquent que ce n'est pas par plaisir qu'elles emploient du plastique, mais parce que l'on n'a pas encore trouvé d'alternatives véritablement efficaces dans la conservation d'aliments et de produits alimentaires. Puis dans le prix aussi, pour pouvoir produire ces et dans le prix, naturellement, différents matériaux. C'est quand même une difficulté majeure. Et d'ailleurs, s'agissant de la position américaine, on rappellera tout de même que le plastique en tant que tel est précisément le manque d'autres moyens, non pas sustainable, mais efficaces et écologiquement acceptables, est véritablement béant. Et c'est l'un des éléments de la campagne de Donald Trump, vous savez, qui dans ses meetings distribuait des pailles en plastique avec l'inscription « parce que les pailles en papier des démocrates ne fonctionnent pas ». Et en même temps, c'est difficile de manière très intuitive de lui donner intégralement tort. Donc c'est dans ces contradictions-là qu'on s'imbrique, et qui explique également l'échec de ce sommet. Oui, c'est la démonstration par l'exemple avec cette paille, mais ça parle à tout le monde. La petite Absolument. paille en carton qui fond. Mais il y a un déni clair et net sur la question de la santé, car il est vrai qu'il faut trouver des alternatives, et ça, ce n'est jamais évident, et nos gouvernants ne sont pas toujours les meilleurs pour amorcer des processus justement de transition acceptable. Cependant, les parties prenantes à ce sommet, enfin les opposants à ce qu'on inflige une restriction de la production, ont refusé également qu'il y ait un article sur la santé. L'article 19, en estimant que cela relevait de la compétence de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, et que ça n'avait rien à faire dans ce projet de traité portant sur le plastique. On voit la mauvaise foi abyssale de ces États pour se dédouaner, alors qu'ils savent pertinemment que les conséquences que le plastique a, tant sur l'environnement que sur la santé, avec les microplastiques, qui nous touchent également d'ailleurs. Même nous, à notre échelle, on a suffisamment de scandales avec l'eau en bouteille pour savoir que par effet, par exemple, de ruissellement, si vous avez du plastique qui est stocké, le ruissellement fait que l'eau qui est prélevée souterrainement est affectée par le microplastique. Donc c'est pas on en est quand même là à 22 millions de tonnes de déchets plastiques rejetés par an dans l'environnement. Si j'ai fait mon petit calcul, c'est 120 000 Boeing 747. Oui, et on n'arrive pas en plus à se représenter la chose. Mais allez faire un tour dans une île du Pacifique qui doit ramasser à l'appel chaque jour tout ce qui arrive sur ces plages, et je pense que vous aurez un discours différent. Enfin, pas vous, personnellement. Je ne mets pas en cause vos positions sur le plastique. Je vais me faire gronder, merci. Comment protéger justement notre planète tout en permettant à chacun de pouvoir travailler, Elliot Maman? Oui, mais non, mais c'est une difficulté absolument majeure. Et d'ailleurs, l'autre problème est que l'on a souvent des débats quant à un éventuel modèle économique décroissant que l'on devrait adopter afin d'aider la planète. Mais la question est également dans quelle mesure ce sont précisément nos économies capitalistes qui vont nous permettre d'aboutir à d'autres solutions qui soient beaucoup plus responsables d'un point de vue écologique. Et ça, c'est une contradiction dans l'essentiel des discours que l'on entend sur la question, puisque on voit bien aujourd'hui que les économies qui sont le plus à même de soutenir cet effort d'aide à une production qui soit beaucoup plus respectueuse des enjeux environnementaux sont généralement des économies qui ont un modèle libéralisé. Et donc, vous avez raison, oui, vous avez pointé une contradiction qui est absolument centrale. Moi, dès qu'on me félicite et qu'on dit que j'ai raison, je suis content. Ajoutons à ça que sur la question du recyclage, qui est un aspect important, les pays en développement réclament une assistance. Parce que ça coûte extrêmement cher, c'est des milliards et des milliards. Et ça, admettons qu'un accord soit trouvé déjà entre certains États, ça va être encore un autre étage de la fusée des négociations, qui est celui de s'entendre sur le financement. Or, on sait que nous-mêmes, en France, on est loin d'être irréprochable. C'est-à-dire qu'on fait le tri sélectif, effectivement, mais quant à la valorisation de nos déchets autres, c'est extrêmement rare d'avoir des unités de production qui sont capables, moi j'en ai visité une qui était capable de faire 80% de valorisation, mais c'est unique.
Il y a encore quelques années, on enfouissait tout. Il y a 3 ou 4 ans, on enfouissait tout. Donc nous-mêmes, on en est loin. Mais le temps presse, Gilles. Le temps presse. Actuellement, on parle que d'ici 2060, la production mondiale de plastique pourrait tripler. Et donc là, on n'a toujours pas de négociation. C'est la deuxième fois que c'est avorté en 1 an. On reporte de nouveaux sommets en sommets qui ont lieu tous les 6 mois, 1 an et demi. On voit venir le mur, mais il est peut-être temps d'être pragmatique et de choisir ses combats, effectivement, et de privilégier la case recyclage et de laisser les producteurs continuer de produire, parce que de toutes les manières, on est dans l'incapacité de leur forcer la main. Dernière question pour vous, Elliot Maman. Justement, certains pays qui souhaitent en fait de pouvoir légiférer par rapport à ça, les pays qui souhaitent un vrai changement sur le plastique pourraient signer entre eux une charte, j'en parlais plus tôt, avec des restrictions fortes. Est-ce qu'il faut commencer par nous-mêmes avant d'intégrer les autres qui sont encore réticents? C'est peut-être la bonne voie? Oui, absolument, et c'est d'ailleurs ce qui a toujours été fait dans les grands actes du droit international. Une petite série de pays commence à être partie d'un même traité, et ensuite d'autres pays peuvent le signer, puis le ratifier et l'appliquer à leur tour. C'est par exemple ce qu'on a vu dans les conventions qui ont légiféré le droit de la guerre ou le droit humanitaire, les conventions de Genève, conventions de Vienne, ont toujours commencé avec une série de pays extrêmement restreintes, même l'Organisation des Nations Unies d'ailleurs, pour que ensuite ils s'élargissent et que d'autres pays puissent démontrer leur intérêt à être partis aux conventions qui sont signées, soit parce que la conjoncture politique aura changé d'ici là, soit selon les plus pessimistes qui, hélas, ont peut-être raison sur la question climatique et planétaire de manière générale, parce que la situation sera devenue tellement intenable, même pour les pays qui jusqu'alors se refusaient à légiférer sur la question, qu'ils n'auront d'autre choix que de s'allier aux exigences qui auront été pesées par les pays qui auront posé les premières bases sur la question.